Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Mélanie l'héritier n'a qu'une vingtaine d'années quand, son CAP pâtissier en poche, elle lance la pâtisserie Le Jardin Sucré avec son conjoint Arnaud à Cernay-la-Ville. C'est le début d'une jolie success story. Très rapidement, ils deviennent champions de France de macarons, puis ouvrent une deuxième boutique à Paris cette fois. Aujourd'hui, ils sont plébiscités pour leur pâtisserie créative et raffinée, aux matières premières soigneusement choisies. Encore une preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années, mais aussi qu'on peut se faire un nom sans être passé par les grandes maisons. Car l'histoire entrepreneuriale de Mélanie et Arnaud pourrait bien devenir un cas d'école. Avec ambition et de l'énergie à revendre, le duo suit son instinct et se construit loin des chemins tout tracés. Rien ne fait peur à Mélanie, qui a encore des rêves plein la tête et qui pourrait bien nous réserver de belles surprises à l'avenir. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Mélanie l'héritier dans Girls in Food. Bonjour Mélanie l'héritier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je suis Mélanie l'héritier, la cofondatrice de la pâtisserie Le Jardin Sucré à Cernay-la-Ville, dans les Yvelines, et à Paris, dans le 17e. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors bizarrement, il n'y a pas vraiment eu de place dans la cuisine quand j'étais enfant. J'ai personne qui était très épicurien autour de moi. Maintenant, j'ai toujours fait la cuisine avec ma maman ou mes grands-mères. Voilà. D'accord, le classique. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche quand même chez vous ? Alors non, pas vraiment. J'ai envie de dire le plat qui résume mon enfance, ce sera plutôt le soufflé au fromage de ma grand-mère, voilà, auquel je me souviens. Après, ça va être la ratatouille de mes parents, mais je crois qu'ils m'ont traumatisée, donc c'est pas forcément un bon exemple. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Oui, alors il y a un métier il y a même plusieurs métiers. Je suis passée de l'envie d'être poissonnière à pilote de Formule 1, donc rien à voir. C'est assez varié. Oui, assez varié. Je pense par contre celui qui m'a jamais quitté et qui m'aurait vraiment correspondu le plus, ça aurait été d'être actrice, puisque comme ça m'aurait permis d'être poissonnière et pilote de Formule 1. Voilà. Exactement. Le métier qui résume tous les autres métiers. Oui, exactement, c'est ça. Et quel a été votre tout premier job ? J'étais au rayon fruits et légumes dans un Leclerc au Mans. Ouais. Voilà. Premier salaire. Voilà, oui, c'est ça. Ok. On va revenir sur votre passion pour la gastronomie, oui. Sur votre parcours, puisque ça a quand même guidé votre parcours. J'ai lu que vous aviez commencé par un BTS hôtellerie-restauration. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté dans cette voie ? Alors en fait, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait une partie commerce en fait, BEP vente et bac pro commerce. Et ensuite, c'est vrai qu'il fallait trouver quelque chose. Maintenant, mes parents, comme ils sont traiteurs événementiels, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est assez sympa de faire la cuisine. C'est assez sympa d'aller dans cette branche-là, donc pourquoi pas m'orienter vers un BTS hôtellerie-restauration. Et c'est là en fait pendant un stage que j'ai découvert la pâtisserie. D'accord. Donc ce stage, ça a été peut-être un peu la révélation. Oui, en fait, j'ai bien fait de partir dans cette branche-là. Ouais. Donc du coup, ensuite, vous vous orientez vers la pâtisserie. Racontez-nous en fait cette transition, voilà. Alors en fait, lors de mon stage en BTS, j'ai découvert la pâtisserie, donc je me suis mise au poste naturellement du dessert. Ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier au niveau du goût en termes de sucré, même apprendre les bases. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, je vais faire un CAP pâtisserie. Pour une fois, j'ai choisi quelque chose qui vraiment me plaît. Donc j'ai décidé de le passer en 1 an. D'accord. Maintenant, ça s'est pas super bien passé. J'ai en fait passé 2 mois en entreprise, dans 2 entreprises différentes. D'accord. Voilà. Simplement, la dernière m'a vraiment dégoûtée de la pâtisserie. Je voulais vraiment arrêter. C'était hors de question. Maintenant, c'est vrai que j'avais commencé, donc je voulais finir, aller jusqu'au bout. Du coup, mon père s'est fait passer pour un pâtissier et elle m'a signé un contrat. Et j'ai pu rester inscrite au CFA, passer mon CAP. Et en fait, le CAP, tout simplement, je me suis entraînée à la maison avec mon conjoint Arnaud. D'accord. Et c'est en fait
qui m'a rejoint par la suite en me voyant m'entraîner, ça lui a donné envie. Et du coup, en fait, on s'est entraînés tous les deux et voilà. Ça, c'est génial comme histoire. Mais je pense que malheureusement, ce cas de figure est assez fréquent, enfin, de stages qui dégoûtent des jeunes du métier parce que voilà, l'ambiance est trop dure ou ils sont maltraités. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs en pâtisserie comme dans d'autres milieux. Bien sûr, Et nous on fait justement très attention à ça. On veut surtout pas dégoûter les gens de la pâtisserie ou même que ce soit au niveau de la vente. C'est vraiment important pour nous. Et est-ce que vous pouvez développer un peu cette partie justement où en fait vous êtes, c'est pas que vous avez passé le CAP en candidat libre, mais vous êtes un peu formé toute seule, comment vous avez fait en fait, c'était quoi la méthode quoi? En fait, j'allais tout simplement juste au cours de pratique. Ensuite, on avait toutes les progressions et quand il y avait des examens, je les apprenais par cœur en fait. Je m'entraînais à la maison, donc je faisais tout à la maison et j'avais la chance d'avoir aussi un super prof qui est maintenant le prof de certains de nos apprentis. Ah super. Ouais, donc ça c'est la vraiment transmission continue. Ouais, c'est ça, c'est génial. Et voilà, la chance d'avoir un bon prof, je pense, et puis aussi la chance qu'avec Arnaud, on se soit trouvé une même passion commune et sur laquelle, en fait, on a pu travailler ensemble. Donc aussi, on s'est entraîné pour le CAP, mais je me suis aussi entraînée, enfin, en règle générale, en lisant les livres, en essayant, en faisant des essais. Voilà. Et puis, mon stage que j'avais fait avant en BTS m'a beaucoup aidé aussi au niveau des bases. D'accord, ok. Ce que je trouve aussi super intéressant dans votre parcours, c'est que donc vous passez votre CAP, mais finalement assez vite vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la transition? Oui, alors en fait, tout simplement, on a voulu se lancer direct après sortie d'études. Je ne sais pas pourquoi, mais après on est un peu rêveur et un peu, on aime bien, on fonce en fait tête baissée et on est assez ambitieux. Donc du coup, je pense qu'aussi on a un grain de folie, ça doit être ça, le secret. On a eu la chance aussi de pouvoir faire des gâteaux en fait pour des entreprises au tout début. Juste sur commande, et on s'est dit il faut quand même qu'on se trouve un petit labo, et il y avait une petite boutique qui était à vendre donc dans le centre-ville de Cernay-la-Ville, et on s'est dit on va faire une boutique en même temps, on verra comment ça marche avec les particuliers. Voilà. Oui, en fait vous aviez surtout besoin du labo, c'est ça. Et la boutique était un bonus. Oui, c'est ça. En fait, mais la tendance est inversée. Donc en fait les particuliers ont vraiment bien réagi à l'ouverture de notre boutique, et du coup on a un peu abandonné cette idée de faire qu'avec les professionnels, et on s'est concentré en fait sur la clientèle de particuliers. Ah, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc à cette époque-là vous avez une vingtaine d'années tous les deux avec votre conjoint, et pourquoi le choix de s'installer à cet endroit en fait, à Cernay-la-Ville? Qu'est-ce qu'il y a, tout simplement on dit ici. Ouais, c'est ça, c'est notre c'est notre point de c'est notre point de rattachement. OK. C'est ça, tout à fait. Et du coup, c'était plus facile pour nous parce que des gens habitaient à côté. Pareil, on avait quand même nos parents qui pouvaient nous aider au cas où. Voilà, et puis ça s'est fait un peu par hasard parce qu'on a cherché pas mal, on a visité pas mal quand même de laboratoires, d'endroits où on pouvait faire notre labo, et puis ça nous a bien plu. Ok. Est-ce que vous avez toujours eu envie d'être entrepreneur, ou pas forcément, c'est une question d'opportunité? Si, j'ai, au-delà de vouloir être actrice, ou tout le reste, c'était vraiment, mon but, c'était d'avoir mon entreprise. Après, on a toujours été entourés, que ce soit Arnaud ou moi, on se connaît depuis qu'on a 13 ans, donc voilà, on a un peu grandi ensemble, et c'est vrai qu'on a toujours été entourés de gens qui avaient leur propre entreprise, donc on avait un peu cette mentalité d'entrepreneur, et pour nous, c'était quelque chose de logique. On savait pas dans quoi exactement, mais en fait la pâtisserie après c'était une évidence. En 2014, vous obtenez tous les deux le titre de champion de France de macarons. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, le fait de s'inscrire à un concours? Déjà comme on est entre guillemets autodidacte tous les deux, ça nous a permis un peu de se mesurer aux autres personnes, d'avoir un avis de personnes vraiment du métier, parce qu'il y avait quand même des MOF, il y avait des professionnels qui étaient dans le jury, et ça nous permettait quand même d'essayer de se placer au niveau justement vraiment professionnel, même si on avait déjà notre entreprise, de voir ce qu'on valait vraiment, et ça a été quand même une surprise, que on s'attendait pas à ça. Nous on marche beaucoup au feeling, donc c'est vrai qu'on a fait c'était un macaron au yuzu, et on était waouh, c'est pas possible, c'est nous quoi, trop bien. Donc le résultat tombe, vous êtes champion de France,
Est-ce que ça a eu un impact sur la suite de votre parcours, sur le développement de votre entreprise? Ouais. Bizarrement, en fait, ça rend tout de suite crédible. Les gens nous font tout de suite plus confiance. On a eu aussi entre-temps, c'était avant le championnat de France de macarons, on est allé au festival de Cannes pour pouvoir faire les macarons pour la sortie du film Grèce de Monaco. Donc il y a eu ça dans la même année, plus le championnat de France de macarons, et c'est vrai qu'on l'a tout de suite ressenti. Et les gens venaient uniquement pour les macarons. Mais même à l'heure actuelle, les gens viennent à la boutique et repartent toujours avec des macarons. Voilà. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Donc on le voit, votre boutique marche super bien. Je pense qu'elle attire une clientèle de la région. Mais en 2017, donc 3 ans après ce titre, vous ouvrez une autre boutique à Paris cette fois, dans le 17e rue de Courcelles. Donc ça, c'est un challenge encore un peu différent parce qu'on peut se dire c'est pas forcément exactement la même clientèle. Non. Il y a plus de concurrence aussi à Paris parce qu'il y a plus de pâtisseries Mais pas du tout pareil. Même dans la façon d'organiser les choses, enfin, ça a été complètement différent de ce qu'on connaissait déjà. C'est vrai que nous, on a monté notre entreprise, notre pâtisserie était toute petite. Après, on a déménagé en face dans une plus grande pâtisserie, donc plus de monde. Mais c'était, on était quand même dans le même coin. On n'a pas Paris, c'était vraiment un challenge pour nous, pareil, de se mesurer à une autre concurrence. Ouais. Parce que dans le coin, il y a très peu de concurrence. Notre clientèle aussi, il y avait une clientèle très parisienne à Cernay-la-Ville. Le week-end, on a beaucoup de Parisiens qui viennent. Donc il y avait une demande d'être sur Paris. Donc on s'est dit, allez, on se lance. Pareil, en général, on aime bien avoir des nouveaux projets. Ouais. Donc ça faisait déjà plusieurs années qu'on avait fait la deuxième boutique, donc il nous fallait autre chose. On s'est dit on se lance à Paris. On est tombé par hasard sur cette boutique, parce qu'on en a visité plusieurs. Donc à Oberkampf dans le 11e, on a fait le Marais aussi. Maintenant, il fallait quand même penser à les livraisons, qui étaient quand même importantes parce qu'on souhaite livrer nos produits, enfin on souhaitait livrer nos produits tous les jours, ce qu'on fait actuellement. Donc mais continuez à produire dans votre labo de Cernay-la-Ville. De Cernay, parce que bon après forcément les loyers c'est pas les mêmes que dans la région, bien que la région soit déjà très élevée, mais Paris c'est vraiment autre chose. Et on a trouvé une petite boutique qui nous correspondait, donc c'est vraiment tout petit, ça fait 25 mètres carrés, mais pour commencer, pour Paris, pour nous ça nous semblait très très bien. La situation géographique très pratique, donc il y avait tout ça à penser, et ça rentrait en jeu pour notre recherche en fait de lieu. Bien sûr. Et quel a été l'accueil en fait? Comment ça s'est passé? Vous installez Alors au début, c'est vrai que ça fait tout drôle parce qu'on on a toujours une bonne notoriété dans les Yvelines, mais par contre quand on arrive à Paris, on est personne. Donc il faut se faire une place, il faut se faire accepter, donc ça s'est fait petit à petit. Au tout début, on avait une clientèle qui était très familiale, du quartier, où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitations. Oui. Donc on a été plutôt bien reçus à ce niveau-là, les gens étaient très contents. Et après, on a utilisé le bouche à oreille, les réseaux sociaux, et puis petit à petit, en fait, ça s'est fait. C'est vrai que ça n'a pas été non plus toujours très facile au début, comme on l'aurait imaginé. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle d'un aspect qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que vous êtes devenu entrepreneur avec votre conjoint, donc vous êtes tous les deux dans le business. Comment est-ce que vous vous répartissez les rôles au sein de l'entreprise? Entre eux, il y a la création, bien sûr, il y a le fait d'être dans le labo, mais il y a aussi le côté gestion de l'entreprise. Comment est-ce que ça se répartit entre vous? En fait, ça se fait tout naturellement. Tout simplement, nous, on fait les créations ensemble. Toujours tous les deux, on voit tout ce qui sort, ça passe par nous deux et on le voit ensemble. On a la chance de vouloir toujours la même chose et d'aller toujours dans la même direction. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Même au niveau des créations, en général, je peux dire une idée et Arnaud va rebondir dessus, va ramorter des trucs. Et pareil, Arnaud va me dire quelque chose, je dis oui, mais on pourrait faire ça en plus. Et c'est vrai qu'on marche vraiment en binôme là-dessus et c'est vraiment plaisant et agréable. Il n'y a pas de conflit. Ouais. Et après, pour la gestion d'entreprise, tout simplement, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est la partie communication commerciale. Ouais. Ça s'est fait naturellement parce que forcément on a des enfants un jour ou l'autre. Donc, le laboratoire c'est plus compliqué et Arnaud est vraiment le chef du labo, donc à s'occuper de toute la partie la prod. Toutes ces productions. Et après gestion d'entreprise, pareil, on voit ça ensemble, on marche ensemble. Un duo qui fonctionne super bien. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, si vous deviez résumer votre journée type, qu'est-ce que ça serait?
Alors j'ai pas vraiment de journée type, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des rendez-vous. Maintenant en général j'arrive, on fait un point avec mon équipe notamment, pareil j'ai un très bon binôme qui est ma responsable de boutique Marion qui est une amie aussi. Donc on se fait un point sur ce qu'il y a à faire, les événements à venir, on essaie de tout mettre en route, de tout lancer. Après on fait des points régulièrement aussi avec Arnaud sur les créations, les nouvelles nouveautés, quelle saison arrive, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, voilà. Ok. Et justement, quand on parle de la création, comment est-ce que vous concevez un nouveau gâteau? Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même, vous êtes souvent à la recherche de nouveautés. Enfin voilà, il y a souvent des nouveautés chez vous. Comment est-ce que vous créez une nouvelle offre? Enfin... Alors nous, on marche beaucoup au feeling. On marche pas du tout on surfe pas sur la tendance ni quoi que ce soit. On marche au feeling, donc on peut avoir une envie comme ça. On se dit ah tiens, j'ai envie de manger ça. Ah bah on va faire ça. Ça on fait ça pour les flancs. Tarte pistache fleur d'oranger, c'est pareil. C'est sorti comme ça. Ça c'est un peu votre best-seller. Enfin vous êtes. Oui. Bah c'est grâce à ça aussi que Paris, on va dire, fonctionne très bien maintenant. On a eu un gros suivi et un gros engouement pour cette tarte. Ouais. Et on l'a sorti vraiment, enfin c'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce que c'est un accord qu'on adore, voilà. On adore découvrir toutes sortes de cuisines, donc c'est vrai que ça vient en fait un peu comme ça. On peut aller manger au restaurant et on dit ah mais ça j'adore, ou on peut sentir quelque chose, une herbe ou un parfum et voilà, enfin... Ok, vous savez ça... On marche vraiment au feeling et en fonction de nos envies. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que nos clients nous suivent dessus. Et c'est super agréable parce que on peut sortir, pas n'importe quoi, mais tout ce qu'on sort, en général, ils font « Ah, c'est génial, on Les va gens goûter. » sont réceptifs. Ouais, très réceptifs et c'est super agréable, en fait, de pouvoir partager ça avec eux. Justement, quand vous parlez de cette créativité, avec les ingrédients qui peuvent vous inspirer, comment est-ce que vous choisissez vos matières premières ? Alors nous, on essaie toujours de trouver ce qui se fait de mieux, ce qui est responsable, ce qui est de saisonnalité aussi. Ça revient de plus en plus de toute façon. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est. Ouais. Mais ce qui est très bien. Enfin, nous, c'est vrai qu'on avait essayé d'instaurer ça depuis longtemps, et c'était très difficile parce que les gens nous demandent même actuellement des fraisiers en hiver. Ouais. Donc c'est très difficile d'éduquer aussi la clientèle par rapport à ça. Pareil, c'est pas forcément aussi facile de toujours le faire en boutique parce qu'on a de la demande parfois sur certains produits, on est obligé de s'adapter. Mais en général, on essaie de sourcer nos produits. On a un copain là qui a lancé son entreprise qui source plein de produits français. Ah d'accord. Vraiment de super qualité. Donc ça c'est génial parce qu'il nous fait découvrir plein de nouvelles choses. Vous pouvez peut-être nous donner son nom. Oui, c'est Grégoire Bosquet. Voilà, la réserve de Cérès. Non mais c'est bien, c'est donc intéressant. Non ça c'est génial. On a la chance de pouvoir travailler avec des gens comme ça qui ont vraiment des produits de qualité et on est sûr en fait, on peut faire confiance. Pareil, on source au niveau de nos produits. Là, on a un sésame japonais qu'on adore. Donc, on fait venir du Japon. Donc là, c'est un peu difficile pour le faire venir. Mais voilà, on a pas mal de petits produits comme ça et on essaye de faire au mieux pour que... voilà. Ouais, et je trouve ce qui est intéressant aussi quand vous parlez de la saisonnalité, parce que c'est quelque chose où la pâtisserie a souvent été un peu, est toujours malheureusement un petit peu en retard par rapport à la cuisine, où les clients ont plus de mal à accepter effectivement que il y a une saison pour les fruits et que voilà on peut pas trouver de fraisiers en hiver comme vous le disiez. Oui, parce que la cuisine, je pense que comme il y a un changement de carte, c'est plus normal de changer. Et qu'en pâtisserie, c'est vrai que les gens sont habitués à des basiques ou à retrouver toujours le même dessert. Et ils aiment ce rituel. Ils comprennent pas pourquoi il y a toujours la tarte au chocolat ou aussi, et pas la tarte aux fraises. Quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est difficile d'amener ça. Alors ça se fait de plus en plus maintenant. Les gens comprennent de plus en plus, mais il y a encore des récalcitrants. Ouais. Et sur ce sujet, comme sur il y a un autre sujet que je trouve intéressant, c'est les colorants. Oui. De plus en plus, on sent que les pâtissiers lèvent le pied sur l'utilisation des colorants. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Alors nous, on n'a jamais mis de colorants dans nos pâtisseries. D'accord, voilà, ça règle. Les pâtisseries n'ont pas de colorants du tout. Même ceux qui sont un peu colorés, en général, on travaille avec des chocolats. On travaille avec le chocolat Valrhona au fruit de la passion, donc il est naturellement jaune en fait, pour notamment le Victoria. Pareil, les macarons, on essaie de passer sur du colorant naturel. Et tous ceux qui restent en pas naturel, on essaie de vraiment minimiser la dose et on fait tout pour justement que ça change et que. Mais oui. D'ailleurs, les couleurs sont plutôt un peu pastel et voilà. Exactement. On est
plus dans un moment, il Non. y a une époque, Ouais, je pense, très flashy, ouais. où les choses, voilà, on voyait dans les vitrines des pâtissiers, Ouais. c'était très flashy. Exactement. Ouais. Si on fait un peu le bilan de votre parcours, qui est un petit peu atypique, parce qu'effectivement, vous avez tout de suite, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat après le CAP, sans se dire, bah voilà, je vais travailler pour des grandes maisons pour me faire un peu la main. Pour autant, en fait, ça marche super bien. Vous êtes, vos créations, elles sont tout à fait au niveau des grandes maisons, tant visuellement que voilà dans les goûts. Enfin voilà, c'est très raffiné. Comment est-ce que quel bilan vous faites de cette expérience-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez à d'autres personnes, ou est-ce que comment vous gérez ça? Oui, alors c'est vrai que ça nous fait très plaisir d'entendre ça, parce que même pour nous actuellement, on est toujours, on se remet toujours en question et on est toujours en train de se dire, voilà, il faut vraiment améliorer ci, ça. Alors après, c'est très bien de faire comme ça, si c'est vraiment ce qu'on a envie et si on est fonceur, dynamique, parce que mine de rien, ça a été quand même semé d'embûches, notre parcours. Ouais. L'ouverture à Cernay aussi n'a pas été facile, parce qu'on a eu quand même de la part notamment du parc régional, des bâtons dans les roues, où on a reçu des lettres de personnes très haut placées qui nous ont dit qu'il fallait pas qu'on ouvre, que c'était risqué, que voilà, donc ça c'est... Ah d'accord. Ah oui, non, il y a eu des choses, voilà, on voit toujours le côté très bien, mais il y a eu quand même... et l'avantage c'est qu'on était deux, donc ça c'est une force d'être deux. Parce que quand il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus, où on est des jeunes entrepreneurs, des jeunes dynamiques qui veulent créer des choses, et qu'il y a des personnes comme ça qui essayent de casser notre rêve, c'est vraiment... Mais en quoi ouvrir la pâtisserie, c'était quoi l'obstacle? Il y avait des histoires, parce que il y a une boulangerie, donc du coup ça gênait la boulangerie, ça gênait... Voilà, il y a d'autres histoires après, où voilà, il y a des histoires de familles qui... voilà, on a des familles qui ont d'autres entreprises qui fonctionnent très bien, et parfois ça dérange. D'accord. Et voilà, donc tout ça, ça a fait en un, alors qu'on était seuls. C'est notre propre argent qu'on a mis dans notre boutique, notre propre cœur dedans. Vous avez tout, on a tout fait, les travaux. Oui, enfin, c'est vraiment nous qui avons fait tout seul. On s'est vraiment fait tout seul, et voilà. Mais après, effectivement, enfin, nous on est pour ce genre de projet. Voilà, on est très fonceurs, et je pense que quand on a cette mentalité-là et que c'est notre rêve. Il faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter, hein. Et surtout ne rien lâcher. Jamais rien lâcher et pas écouter les gens. Voilà. Faut faire en fonction de son instinct. Ça, c'est important, je crois. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, un peu comme une révélation, quoi, ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est sûr, c'est ça que je veux faire? Oui, je pense, tout simplement quand on s'est mis à faire de la pâtisserie tous les deux avec Arnaud. Parce que le fait d'avoir son conjoint qui a la même passion que soi, et sur lequel en fait on peut baser un projet de vie, tout simplement. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis maintenant, c'est vrai, quand on fait le bilan de tout ce qu'on a fait en bientôt 9 ans, il s'en est passé des choses. Ouais. Donc non, c'est vrai qu'on s'est dit, et parfois on se le redit même, c'est incroyable qu'on ait fait ça tous les deux, quoi. Voilà. Et juste d'ailleurs, on n'en a pas parlé, qu'est-ce qu'il faisait Arnaud avant de vous rejoindre dans l'aventure du jardin sucré? Alors Arnaud, pareil, il était dans la branche commerce, il était en licence de grande distribution, je crois. D'accord. Voilà, chose qui ne lui plaisait pas du tout. Donc du coup il a abandonné aussi, et il a arrêté, et il m'a aidé en fait à faire mon CAP, et on a monté le jardin sucré. Dans la foulée. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie? Oui, il y en a eu peut-être plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes, notamment notre ami maintenant Grégoire Bosquet et Hélène Luzin aussi. D'accord. Qui nous ont quand même les deux personnes qui nous ont beaucoup soutenus, mis à part bien sûr notre famille et nos bien amis. Sûr. Mais dans le milieu de la pâtisserie, c'est des personnes, même sans nous connaître, qui ont toujours cru en nous. Et ça, c'est très agréable, on va dire, et c'est très flatteur pour nous d'avoir eu un soutien comme ça. Parce que c'est vrai, quand on débarque, on est personne, on a travaillé nulle part, enfin voilà. Et c'est vrai que d'avoir des personnes comme ça qui nous soutiennent et qui croient en nous, ça donne toujours de la force. Est-ce qu'il y a un projet ou une actualité que vous avez envie de partager avec nous? Oui, on espère dans quelques mois pouvoir agrandir notre boutique de Cernay-la-Ville. Ah. Voilà, donc agrandir le laboratoire et pouvoir aussi avoir un plus grand espace salon de thé.
Voilà, donc ça c'est c'est des nouveaux projets qui sont voilà, on touche du bois pour que ça se fasse très rapidement, pour que tout se passe bien. Mais oui, dans un futur très très proche, j'espère d'ici la fin de l'année, on aura la chance de pouvoir mettre tout ça en place. Ah, faire à suivre. Et petite question complémentaire, est-ce que vous envisageriez d'ouvrir une autre boutique à Paris ou ailleurs d'ailleurs? Alors peut-être pas à Paris. Ailleurs oui. Alors pareil, nous on aime bien rêver, hein. Donc voilà, on rêve peut-être un peu d'étrangers. D'accord, super. Mais voilà, pour l'instant rien n'est fixé, ça dépendra de où on en est dans quelques années. Déjà on va agrandir notre boutique de Cernay. Oui, c'est déjà un beau projet. Voilà, et après on verra. Mais c'est bien, vous avez... Oui, je pense que... L'aventure continue, quoi. Oui, ouais. oui, je pense. On va passer à la deuxième partie de l'interview, Mélanie, qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Est-ce que, selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel ? Oui, ça aurait pu avoir un impact sur mon parcours professionnel. Comme je disais, les 2 mois que j'ai passé en pâtisserie, notamment dans une des 2 entreprises, où ça s'est très très mal passé sur le fait d'ailleurs que je sois une femme. Je l'ai vraiment subi, ressenti. Ça m'a dégoûtée de la pâtisserie. Je voulais plus en entendre parler. Et heureusement, j'ai été assez forte pour me détacher de ça et voilà, repartir sur une bonne voie et me reconcentrer sur vraiment ce que je voulais faire. Mais oui, ça aurait pu. Et qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui écouterait votre interview et qui se reconnaîtrait un peu dans ça pour qu'elle arrive à aussi trouver la force de changer tout de suite d'entreprise, voilà, de partir, de pas rester, de pas rester. Pas s'acharner. Non, exactement, ça sert à rien de s'acharner parce que de toute façon des mauvaises personnes, il y en a partout. Mais s'entourer de personnes comme ça, c'est nuisible pour soi-même, donc ça ne sert à rien. De changer d'entreprise et puis de pas rester sur ça en fait. C'est juste un passage, c'est désagréable, mais bon, c'est comme ça, c'est des gens de toute façon. Voilà, oui, de pas s'arrêter à une expérience, une expérience. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre entreprise ou dans votre entourage professionnel ? Ah oui, dans notre entreprise, je crois qu'on est plus de femmes que d'hommes, mais ça s'est fait tout naturellement, donc ouais, on est pas mal. Et de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que la place des femmes évolue un peu dans ce milieu-là ? Évolue, j'entends de manière un peu positive, oui, ou pas d'ailleurs. Si, on le voit, même nous, on a énormément de CV de femmes. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup, on est très nombreuses. Maintenant, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que les personnes, voilà, les hommes qui sont plutôt misogynes et qui en veulent aux femmes en général dans ce milieu-là, commencent un peu à partir aussi parce que je pense que c'est l'ancienne génération. Ouais. Donc ça c'est bien et c'est vrai que ça laisse la place, on va dire, à tout le monde. Et ça laisse la chance à tout le monde aussi. Ouais. Et à tous les talents d'ailleurs parce que c'est ça aussi. Exactement. On se prive de beaucoup de talents. En ne donnant pas leur place aux femmes. C'est ça. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours ? Alors ça peut être des femmes avec qui vous avez travaillé, enfin voilà, que vous avez rencontrées, ou qui vous ont aidé, mais ça peut être aussi des sources d'inspiration que vous ne connaissez pas forcément, mais qui, en tout cas, dont le parcours vous inspire. Tout simplement sur la force de parole qu'elle a, c'est Claire Isler, donc qu'on admire beaucoup car grâce à elle il y a beaucoup de choses en fait qui ressortent de bon, comme la saisonnalité des produits, les matières premières, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont assez inspirantes de ce côté-là. Et après c'est vrai que Hélène Luzin qui nous a beaucoup soutenu quand même depuis le début, qui fait partie, c'est une des seules femmes, on va dire, de notre entourage. Après, il y en a eu d'autres. On a des amis, pareil, qui étaient avec nous, et nos mamans aussi, qui nous ont toujours soutenus et aidés. Mais vraiment, ces principales-là, et sources d'inspiration, Claire Isler, et puis bon, d'autres chefs aussi. Mais c'est vrai que cette partie-là est très, très inspirante pour nous. Ok. Claire Isler et Hélène Luzin qui sont passées au micro de Girls in Food, déjà. Oui, je sais bien. Mélanie, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent que vous auriez envie de partager avec nous ? Alors c'est pas facile en ce moment. Oui, c'est pas facile en ce moment. Maintenant c'est vrai qu'on va quand même tout le temps chercher à emporter au même endroit un petit peu en ce moment. C'est des copains qui ont un restaurant à Sceaux italien. D'accord. Le Don Giovanni. Okay. Et leurs pâtes sont juste incroyables. Donc voilà, on ne s'en lasse pas et on adore aller chez eux.
Super, merci pour la recommandation. Voilà. Alors, le plat de votre enfance, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est vous restez sur le soufflé au fromage de votre grand-mère? Oui, bah Ouais. oui. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Alors il y en a beaucoup. Mhm. Voilà, il y en a beaucoup. Si je devais en dire un tout de suite maintenant, ce serait la carpe à la Chambord de Christophe Hay, qui, je crois, la sauce est juste addictive. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? La betterave. Bon. Et à l'inverse, un produit que vous avez toujours au frigo, ou dans votre cuisine en tout cas. En ce moment, j'ai envie de dire la feta. Ah. Voilà. Quelle est votre recette fétiche que vous faites tout le temps à la maison? Alors j'adore faire des salades composées avec plein de choses dedans, Mhm. des graines, des légumes, même parfois quelques fruits. Enfin, Ouais. voilà, j'aime bien quand il y a tout d'un coup, c'est facile, c'est bon et De la couleur, du goût. Voilà, exactement. Et il y a tout, il y a de la protéine, il y a tout dedans d'un coup, donc c'est parfait, c'est pratique. Et justement, quand vous êtes en cuisine et que vous préparez vos fameuses salades, ou alors au labo, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous écoutez la radio? Est-ce que vous travaillez en silence? Alors j'écoute pas forcément toujours la musique ou la radio. Effectivement, j'aime bien travailler aussi en silence. Ça me permet en fait, ça me fait une sorte de méditation. Je réfléchis. Non, mais je comprends. Voilà, ça permet de se poser. Après, si je mettais de la musique, c'est plus la musique un peu chill, voilà, lofi hip-hop, les choses comme ça, l'impératrice. Mais j'aime bien être au calme aussi un peu de temps en temps. Quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un? Que j'ai déjà fait ou... Oui, votre restaurant préféré de tous les temps. Pour l'instant, la maison d'à côté, Christophe Ouais. Hay. On est trop fans. Ouais. Et le restaurant que vous donneriez cher pour tester, qui vous fait rêver? Il y en a beaucoup. Pas très loin, le Yamcha. Et Ah puis, ouais, Je un peu. recommande tellement. Bah oui, ouais, ça fait longtemps qu'on veut y aller. Et un peu plus loin, LCR des Cônes Rocard, on aimerait Ah mais tester. bien sûr. Voilà. Et Massimo Bottura en Italie. Ouais. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? Alors toutes celles que j'aurais voulu entendre, il y en a plein qui sont déjà passées. Donc maintenant c'est difficile. Non, après il y a deux femmes dont le parcours serait intéressant. Je pense Anne-Sophie Pic, qui a un parcours mais oui, quand même aussi bien sûr. assez atypique. Ouais, tout à fait. Elle a repris les cuisines comme ça. Enfin, je trouve que c'est incroyable et d'être là où elle en est maintenant, C'est sûr. c'est dingue. Et je pense aussi à une amie à nous qui est femme de chef étoilée, c'est Julie Trochin, qui son mari et elle mettent beaucoup de choses en place pour aider les entreprises notamment en ce moment. Ouais. Ils ont créé un collectif Resto Ensemble et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des personnes comme ça qui se démènent Ouais. pour les autres aussi. Ouais, c'est ça, pour les autres aussi. Ouais. Ouais. Donc je pense que ce sera intéressant de la voir. Merci beaucoup Mélanie Lhéritier. Merci, À très bientôt. à bientôt Adeline. Un grand merci à Mélanie Lhéritier pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.